Merci et bonsoir à tous. Nous allons donc reprendre notre investigation, notre travail sur l'espèce. Vous vous souvenez certainement que la dernière fois, je vous ai montré comment, dans le fond, s'était forgé le concept de l'espèce dite biologique, en partant des fondateurs, Ray, Linné, Buffon, avec, dans le fond, une vision de l'espèce qui était plutôt fondée sur des caractères, une vision qui était plutôt fondée sur une unité reproductive. Je vous disais donc qu'on était parti de cette vision relativement simple de l'espèce, fondée soit sur une unité reproductive, soit plutôt sur un ensemble de caractères, mais là avec des questionnements sur comment il fallait hiérarchiser les caractères et les utiliser dans le fond pour emboîter les espèces dans des unités taxinomiques de rang supérieur. Et puis là-dessus est arrivée la génétique, et dans le fond, la génétique a apporté la dernière pierre, si je peux dire, à l'édifice transformiste, dans le fond, en apportant ce qui manquait au modèle de Darwin, c'est-à-dire le mécanisme de transmission des caractères d'une génération à l'autre. Et donc tout ça a été unifié dans une théorie dite synthétique de l'évolution, avec une définition de l'espèce qui a été proposée par un groupe de biologistes, mais c'est surtout Meyer qu'on cite en général. Et cette définition, enfin ce concept de l'espèce biologique a quand même fait beaucoup pencher la balance du côté de l'isolement reproductif de l'espèce. C'est ça qui est venu au centre de la notion d'espèce. Et alors, paradoxalement, au lieu, dans le fond, de calmer les esprits, en fait, ça a créé une espèce de... Alors, pas de chaos, mais enfin, en tout cas, tout d'un coup, une multiplication du nombre de définitions de l'espèce. Vous vous souvenez, on avait plus de 25 quand on a parlé la dernière fois. Et dans le fond, chaque champ de la biologie venant avec sa propre vision, alors parfois génétique, parfois écologique, parfois paléontologique, etc. Et lorsque nous nous sommes séparés, j'ai voulu quand même rester sur une note optimiste. Et je vous ai dit que, en fait, malgré ce foisonnement de définitions et tous les désaccords et les critiques qui avaient été adressés à la définition de l'espèce par Meyer, on arrive aujourd'hui quand même à graduellement une forme de consensus qui unifie toutes ces définitions de l'espèce avec la notion que les espèces, en fait, leur propriété principale, c'est quoi ? C'est d'être des lignées de métapopulations qui évoluent indépendamment les unes des autres. Et ça, en gros, tout le monde peut s'entendre là-dessus. Alors ensuite, qu'est-ce que ça implique comme propriété, comme caractère ? Eh bien là, justement, on rentre dans toutes ces définitions différentes produites par les uns et par les autres. Et j'ai attiré votre attention sur les écrits d'un certain nombre de gens, en particulier de Queiroz, donc, qui est un naturaliste américain, qui a beaucoup écrit là-dessus, et dans le fond, qui nous dit toutes les définitions de l'espèce qu'on a proposées, ce sont des propriétés qui sont liées à cette situation de lignée de métapopulation qui évoluent indépendamment les unes des autres, mais ce sont des propriétés qui sont contingentes. C'est-à-dire elles peuvent être là, mais elles peuvent ne pas être là. Et elles vont dans le fond, s'empiler au fur et à mesure de la divergence de ces lignées de métapopulation qui évoluent indépendamment.
Et leur empilement, bien, il peut varier dans l'ordre. Alors évidemment, hein, l'isolement reproductif complet, ça apparaît plutôt à la fin. Et puis, entre-temps, il y a d'autres caractères qui se mettent en place, en particulier des différences dans le phénotype, dans la morphologie, dans l'écologie de ces lignées. Et donc, De Queiroz dit il faut en rester à ce principe vraiment fondamental de lignées de métapopulation qui évoluent séparément. Et si on peut les reconnaître, ce sont des espèces. Et après, la notion d'isolement reproductif, il ne faut pas en faire toute une affaire. Pourquoi ? Parce qu'il peut être là ou pas, ou être partiellement là. Et aujourd'hui, ce que je voudrais voir avec vous, c'est justement cette question de l'empilement de ces propriétés de l'espèce, et en particulier, parce qu'on a évoqué ça plusieurs fois, et c'est une question qui est souvent discutée à propos de l'évolution des hominines, la question des hybrides. Comment ça se passe quand il y a hybridation entre des espèces ? Alors, ça sera un cours un petit peu focalisé, peut-être un peu plus court que d'habitude, mais qui va se focaliser sur cette question des hybrides, qui est vraiment très discutée aujourd'hui. Pourquoi ? Surtout parce qu'on a des moyens assez alors faciles, je ne sais pas si c'est le mot, mais en tout cas, on a les moyens de séquencer le génome de tout un tas de créatures. Alors, des tas d'espèces pour lesquelles, finalement, on ne savait pas grand-chose jusqu'à présent. Et puis, à l'intérieur de ces espèces, et c'est notamment le cas à l'intérieur de notre espèce, on peut séquencer pour un coût acceptable des quantités d'individus. Par exemple, on a fait énormément de progrès sur une question qui a souvent été discutée pour établir la chronologie des arbres évolutifs des hominines et même plus généralement des primates, qui est la question du taux de mutation, combien il y a de mutations d'une génération à l'autre. Donc on a fait des tas d'estimations de ça. Aujourd'hui, on ne fait pas des estimations. Aujourd'hui, on séquence dans une famille le génome complet du grand-père, des parents, des enfants, etc. Et on sait exactement combien il y a de mutations en moyenne d'une génération à l'autre. Ce n'est pas juste une estimation. Alors juste peut-être pour vous dire que, pour commencer, on va mettre les plantes de côté, parce que les plantes, c'est très joli, mais alors... question hybride, là, on est, j'allais dire, on est dans les extrêmes. Ça, c'est un papier qui a été publié il n'y a pas très longtemps dans un journal qui s'appelle The American Naturalist et qui décrit deux genres de fougères qui vivent dans les Pyrénées. Et ces fougères peuvent s'hybrider. Donc, c'est deux genres différents qui peuvent s'hybrider. Et alors, on s'est rendu compte que c'était deux genres qui avaient divergé il y a 60 millions d'années. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais 60 millions d'années, c'est le début de l'ère tertiaire, donc c'est très très loin dans le temps. Et ces plantes continuent à pouvoir s'hybrider. Et on a une multitude d'exemples d'hybridation dans le monde des plantes. Des espèces de peupliers, par exemple, qui ont divergé il y a 12 millions d'années, qui continuent à s'hybrider. Donc voilà, dans le monde des plantes, on s'hybride beaucoup. On va plutôt se concentrer sur les vertébrés, et puis plus particulièrement au sein des vertébrés sur les mammifères. Et puis je vous donnerai quelques exemples, notamment chez les primates. Parce que là, ce sont des modèles qui, dans le fond, non seulement nous parlent plus, mais surtout sont des modèles, dans le fond, qu'on peut utiliser pour comprendre ce qui se passe chez les hominines, qui sont évidemment une branche à l'intérieur des primates. Alors, dans le monde des vertébrés, on a quand même une variété de situations en termes de divergence entre des espèces et de relations, et en particulier ces questions d'hybridation dont on va parler aujourd'hui. Donc on a des situations où on a
des spéciations qui sont des spéciations extrêmement rapides, avec une radiation évolutive très rapide. Et j'ai choisi cet exemple, celui des cyclidés. Alors les cyclidés sont des poissons d'eau douce qu'on trouve dans des lacs, dans des fleuves. Alors on les trouve un peu partout, depuis l'Amérique du Sud jusqu'à l'Asie et puis en Afrique. Je ne sais pas si parmi vous il y a des aquariophiles, mais les cyclidés, ça fait le bonheur des aquariophiles parce que c'est très joli poisson. Et puis certains sont, on dit, intelligents. En particulier les Oscars d'Amérique du Sud, qui sont des gros cyclidés. Donc ces cyclidés, c'est un groupe qui a connu un grand succès adaptatif, reproductif. Ça représente à peu près 10% des poissons d'eau douce dans le monde. Et alors, il y a un endroit du monde où ces cyclidés se sont développés dans une variété absolument extraordinaire d'espèces qui sont différentes les unes des autres, alors par leur couleur, mais aussi par leur morphologie et puis par leur comportement reproductif. Et on a dans les lacs de l'Est africain, en particulier le lac Malawi et le lac Victoria, des situations où on a une quantité énorme d'espèces de cyclidés différentes. On parle de plus d'un millier d'espèces différentes. Et à cause de l'histoire de ces lacs, on sait en combien de temps, dans le fond, toutes ces espèces se sont développées, puis on a fait de la génétique là-dessus. Et donc, en particulier, dans le lac Victoria, on a environ 700 espèces de ces cyclidés, et on sait que ces espèces de cyclidés se sont développées dans les derniers 150 000 ans. Donc 150 000 ans, vous voyez, par rapport à notre échelle de temps dans l'évolution humaine, c'est très très court. 150 000 ans, c'est l'âge d'Homo sapiens, même pas les plus anciens, mais d'Homo sapiens, j'allais dire intermédiaires, qui vivent au Proche-Orient, qui sont quand même très proches de nous sur le plan morphologique, sinon comportemental. Et donc, dans ces 150 000 ans, on a ces 700 espèces de cyclidés qui ont divergé les unes des autres. Donc ça, c'est un cas qu'on cite souvent de spéciation extrêmement rapide. Vous allez voir qu'à côté de ça, on va avoir des situations où la séparation, l'isolement reproductif des espèces prend beaucoup plus de temps. Alors, à l'opposé, on trouve au sein des mammifères des situations très contrastées, notamment des situations où on a des espèces qui divergent les unes des autres, qui se séparent les unes des autres, mais qui, sur le plan du phénotype, se ressemblent beaucoup. Donc, j'ai pris un exemple qui nous est sinon familier, du moins proche, c'est celui de la fouine et de la martre. Et donc, voilà deux petits mammifères qui sont deux espèces différentes. Les fouines et les martres, ça ne se reproduit pas ensemble. Et sont des espèces qui sont des espèces qu'on appelle sympatriques. On va revenir sur cette notion la prochaine fois. C'est-à-dire qu'elles vivent dans les mêmes endroits. En Europe, on a des martres et des fouines, sinon partout, mais en tout cas, elles ont des territoires qui se recouvrent largement. Dans l'est de la France, vous pouvez, avec votre voiture, avoir un accident de fouine. Et si vous avez un accident de fouine, c'est pas évident de savoir si vous avez un accident avec une fouine ou avec une martre, parce qu'elles se ressemblent énormément. Vous voyez, la martre a une robe un peu plus foncée. Alors je vous donne le truc, il y en a une qui a une truffe plus noire et l'autre une truffe plus rose. Mais vous voyez, c'est quand même, on est dans la nuance. Et puis si vous regardez le dessous des pattes, elles ont le dessous des pattes qui est un petit peu différent aussi. C'est surtout en fait l'écologie qui différencie ces deux espèces. Donc il y en a une qui vit plus facilement près des habitations, qui va se nourrir de déchets alimentaires des hommes, et l'autre qui est une espèce franchement nocturne et qui, elle, par contre, fuit l'homme. Et voilà un exemple d'espèce proche, certes, mais qui se ressemble énormément.
Ensuite, à l'intérieur des espèces, on a des situations où, au contraire, on a une extension géographique très très grande et une diversité phénotypique absolument extraordinaire. Alors c'est particulièrement le cas avec des carnivores. Alors j'aurais pu en prendre le tigre, par exemple, entre un tigre de l'Amour et puis un tigre des îles indonésiennes, il y a beaucoup de différences de taille et de morphologie. Alors évidemment, ce qui est probablement le plus spectaculaire au sein des carnivores, ce sont les canidés. Et donc le loup gris, l'espèce Canis lupus, c'est quand même une espèce qui est d'une variabilité morphologique extraordinaire. On la connaît depuis des zones tropicales, chaudes, arides, du nord de l'Afrique, du Proche-Orient, jusqu'au cercle arctique, avec des animaux qui passent en taille d'un gabarit de 25 kg à un gabarit de 80 kg, voire plus. Il y a des loups, des gros loups. Donc c'est une espèce extrêmement polymorphe, probablement en lien avec cet habitat très très étendu. Et alors, cette variabilité phénotypique, elle a pris une dimension, alors là, extraordinaire, avec la domestication du loup, qui est devenu le chien domestique. On parle de la même espèce en réalité. Et d'ailleurs, ils se reproduisent très bien ensemble. Alors, je ne vous garantis pas que lui peut se reproduire avec lui. Mais en tout cas, en théorie, ça serait possible. Sauf que lui a beaucoup de chances de se faire manger avant de se faire reproduire. Et donc, on a une plasticité phénotypique tout à fait extraordinaire de ces espèces. Alors maintenant, je vous raconte tout ça quand même pour vous dire qu'il faut quand même se méfier un petit peu des caractères phénotypiques, parce que, vous vous souvenez, je vous ai dit, dans le fond, comment on essaie de reconnaître des espèces fossiles, on regarde si les différences phénotypiques, ça correspond à des différences phénotypiques qu'on a entre des espèces vivantes. Mais vous voyez qu'il faut quand même faire très attention de rester, j'allais dire, à l'intérieur des mêmes groupes, parce que d'un groupe à l'autre de mammifères, on peut avoir une plasticité phénotypique plus ou moins grande. Et donc, ce n'est pas forcément parce que dans le registre fossile, on a des choses qui ne se ressemblent pas du tout que ça veut dire que ce sont des espèces différentes. Et en particulier, à propos du chien et du loup, alors il y a une littérature qui pourrait vous occuper pendant des années, probablement, parce que d'abord, les chiens, c'est une grande passion pour beaucoup d'hommes. La domestication du chien, et en particulier de savoir si c'est une population particulière de loups qui a donné le chien domestique qui s'est répandu partout, ou s'il y a eu plusieurs domestications du chien, ça occupe depuis très longtemps des biologistes, et les archéologues aussi s'étripent pour savoir quel est le plus ancien chien domestique, est-ce que c'est un chien, est-ce que c'est un loup, et comment ça s'est passé. Alors maintenant, je voudrais en venir à cette question des hybrides. Et on pense souvent aux hybrides en termes de produits de la reproduction entre des espèces proches, des sous-espèces. Je vais vous parler de sous-espèces tout à l'heure. Et vous allez voir qu'en fait, cette histoire d'hybridation, d'isolement reproductif, en fait, il y a un continuum qui s'étend depuis le niveau de la sous-espèce. Il y a des cas de sous-espèces en fait, qui s'hybrident, mais pas si facilement que ça. Et puis, on va aller jusqu'au genre. Donc, le genre, c'est la division au-dessus de l'espèce. Alors, évidemment, dans le genre, le problème, c'est qu'il y a un caractère un petit peu arbitraire dans la définition des genres. Mais je voudrais quand même vous donner quelques exemples d'hybridation entre des créatures qui ne sont pas des espèces différentes, mais qui sont des genres différents. Alors, chez les mammifères, il y a énormément d'exemples, et surtout, ce que je vais vous montrer maintenant, c'est juste
quelques cas, hein, mais sachez que si c'est un sujet qui vous intéresse, il y a énormément de cas d'hybridation au sein des mammifères. Alors, on connaît ça chez les carnivores, on connaît ça chez les primates, on connaît ça chez les équidés, et alors on connaît ça aussi chez les cétacés. Et donc, on a des hybrides de dauphins, de baleines. Et ça, c'est le cas que j'ai choisi, c'est le cas de l'hybridation entre le narval. Alors, le narval, c'est cet animal que vous connaissez sûrement, hein, qui a enfin, les mâles, en tout cas, ont cette dent, cette défense torsadée, hein, qui a probablement servi en partie à alimenter la légende de la licorne. Donc c'est un cétacé des mers froides, hein, des mers arctiques. Et alors, on sait qu'il peut s'hybrider avec un gros dauphin ou une petite baleine, c'est une façon de le voir, blanche, qu'on appelle le beluga, qui vit dans les mêmes endroits. Alors, au début du XXe siècle, dans les années 1900, il y a un chercheur danois qui travaillait au Groenland et qui, un jour, a vu sur le toit de la cabane d'un chasseur ce crâne qui était posé. Et il l'a récolté, il l'a ramené au musée d'histoire naturelle de l'Université de Copenhague, il l'a regardé de très près, et ça correspondait à aucun animal connu. Et en étudiant ce crâne, il est venu à l'idée que c'était en fait un hybride entre un beluga et un narval. Et vous voyez que le crâne du narval et le crâne du beluga, ça se ressemble, mais pas tant que ça quand même, hein. Et en particulier à cause de la disposition des dents, il en est venu à cette idée-là. Alors il a fallu très longtemps pour que, dans le fond, cette histoire vienne à la surface, si je peux parler de cétacés. Pourquoi ? Parce que tant qu'on n'a pas pu faire de génétique sur ce crâne, dans le fond, on ne savait pas très bien. Mais les conclusions de ce chercheur, hein, qui s'appelait Heide Jorgensen, ont été confirmées par la génétique, c'est-à-dire que c'est bien un hybride, hein, de beluga et de narval. Et d'ailleurs, on sait que ce n'est pas du tout un cas unique. Et les Esquimaux de la région ouest du Groenland ont d'ailleurs un nom pour désigner ce genre d'animal, cet hybride. Et d'ailleurs, le chasseur qui avait tué cet hybride avait dit aux chercheurs danois qu'il faisait partie d'un groupe, hein, il y en avait plusieurs, il en avait tué un. Et donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dans la nature, il y a les noms d'hybrides laissent toujours un peu pantois, mais donc des narlugas qui se promènent et qui sont donc le fruit d'une hybridation naturelle, sauvage. Alors, beaucoup plus près de nous, au sein des primates, on a énormément d'hybridations. On a des hybridations au sein des singes de l'Ancien Monde, hein, ce qu'on appelle les cercopithècoïdes, et particulièrement dans certains groupes. Et aujourd'hui, on va parler à plusieurs reprises des babouins. Donc, les babouins, c'est le genre Papio. Il y a plusieurs espèces. Là, vous voyez, Papio ursinus, Hamadryas, Cynocephalus, Papio anubis. Donc tout ça sont des animaux africains. Et alors, ils ont un groupe frère qui est le groupe des théropithèques. Alors ça, c'est un théropithèque, on appelle ça Gelada. Et ces Gelada, ces théropithèques, on les connaît dans le registre fossile depuis le Pliocène, hein. Donc ce sont des animaux qu'on sait reconnaître, qui ont des caractères dentaires, morphologiques tout à fait particuliers, et on pense que le point de divergence entre la lignée des théropithèques et la lignée des babouins, du genre Papio, c'est un point de divergence qui se situe vers 4,5 millions d'années. Donc on est loin.
Et donc, je pense à raison, hein, on a rangé dans des genres différents, pas seulement dans des espèces différentes, ces créatures. Or, on sait que dans les eaux, mais aussi dans la nature, il y a des hybridations entre des théropithèques et puis des babouins hamadryas. Alors je précise dans les eaux et dans la nature, parce que vous allez voir que dans les eaux, depuis le 19e siècle, j'allais dire on s'en est donné à cœur joie. Hein, c'est-à-dire qu'il y a eu des hybridations un petit peu accidentelles parce qu'on mettait ensemble des animaux qui ne se rencontrent pas dans la nature et puis un jour on se rendait compte qu'on avait des petits hybrides. Mais il y a aussi beaucoup d'hybridations qui ont été encouragées, organisées, forcées pour obtenir des hybrides. Et c'est toujours important de considérer si ça se produit réellement dans la nature ou pas, parce que, j'allais dire, si on veut s'en servir comme modèle pour l'évolution, j'allais dire, réelle de nos hominines. Donc là, on a des hybrides dans la nature, et ces hybrides sont des hybrides fertiles. C'est-à-dire que si on respectait la définition de Meyer de l'espèce, il faudrait mettre le théropithèque et le Papio hamadryas dans la même espèce. Hein, parce que non seulement ils sont interféconds, mais ils produisent des hybrides féconds. Donc voilà ces deux groupes qui sont très séparés. Alors, autre exemple de genres différents qui s'hybrident, le genre bison et le genre bosse. Alors, voilà, hein, les bisons, vous savez ce que c'est. Hein, le bosse, c'est l'ancêtre de nos vaches. Hein. Donc, bosse, c'est un taureau, un grand bovidé, qui a existé en Europe jusqu'au XVIIe siècle à peu près. Hein, la dernière vache auroch est morte en Pologne en captivité, je crois, au XVIIe siècle. C'est un animal qui a été chassé depuis la préhistoire. Et donc là, on a affaire à des créatures qui sont aussi quand même assez différentes les unes des autres. Et ce qui est intéressant avec le genre bosse et le genre bison, c'est que là, on a affaire à des animaux qui ne sont pas séparés par la géographie, en tout cas. Hein. L'évolution de la lignée des bisons et de la lignée bosse, on la connaît en Europe depuis le Pliocène. Donc, on a des espèces successives qu'on a pu identifier et attribuer à un genre ou à l'autre. Et donc, ça veut dire que ce sont des genres qui ont gardé leur identité, leur autonomie pendant très longtemps, mais vous allez voir qu'ils ne sont pas complètement isolés sur le plan reproductif. Alors, quand on remonte très loin dans le Pléistocène, on a un bison, un gros bison, hein, celui-là, vous voyez la taille qu'il a, hein, il a 2 mètres de haut, hein, bison priscus, qui est le bison, on appelle ça le bison des steppes, c'est ce qu'on trouve dans un certain nombre de sites paléolithiques. Et puis ce Bos primigenius qui est l'auroch. Alors aujourd'hui, dans la nature, il n'y a plus de bison priscus, hein, ce fameux bison des steppes pléistocène, il y a des bisons un peu plus modestes. Donc on a un bison américain que tout le monde connaît, hein, c'est le bison de Western. Et puis, donc c'est l'espèce bison. Et puis, on a un bison européen, alors qui est beaucoup plus rare parce qu'il a failli subir le sort des aurochs, hein, on a failli les exterminer complètement, mais il y en a eu quand même quelques-uns au XXe siècle, il en est resté à un moment donné, je crois, une vingtaine, qui ont été protégés. Et donc, on a, entre guillemets, sauvé l'espèce. Alors, vous voyez que c'est un bison qui a une morphologie un peu différente du bison américain. Il est un peu plus élancé, un peu plus haut sur pattes.
Il a une bosse moins prononcée que le bison américain. Et puis surtout, c'est un animal plutôt de forêt, alors que le bison américain, c'est un bison de plaine. Alors, ces bisons, alors évidemment, on ne peut pas les croiser avec des aurochs, il n'y a plus d'aurochs. Mais il y a des vaches, d'accord ? Et ça marche. Donc, on peut croiser des bisons avec des vaches ou avec des taureaux, suivant les sexes qu'on choisit. Et donc, on fabrique alors ça s'appelle des zoobrons. Et ces zoobrons, vous voyez, ils ont des variations morphologiques quand même assez bizarres. Et vous allez voir ça, on va en reparler. Chez les hybrides, il y a cette espèce d'instabilité phénotypique, c'est-à-dire que, en fonction de la combinaison de gènes qui se présente, eh bien, on va avoir, là, vous voyez, c'est une tête de vache sur un corps un peu plus bison. Là, c'est le contraire. Donc, on a des combinaisons comme ça un petit peu improbables. Et donc, ça marche tellement bien qu'à un moment donné, en Pologne, a germé l'idée de fabriquer une nouvelle, entre guillemets, race ou espèce de bovins qui serait plus résistante au froid, au climat, qui serait plus endurante. Puis heureusement, c'est quelque chose auquel les autorités ont renoncé, parce que, évidemment, ça aurait fait disparaître les bisons. Alors là, pour le coup, certainement. Et d'ailleurs, il n'y a pas qu'en Pologne que ça s'est fait. Ça s'est fait aussi en Amérique du Nord avec les autres bisons. Et, soit en passant, si vous séquencez le génome d'un bison sauvage en Amérique du Nord, venant d'une réserve, d'un parc national, pratiquement, il n'y a plus de bisons qui sont à 100% bisons. C'est-à-dire qu'ils ont tous un petit peu d'ADN de vache à cause des essais antérieurs. Alors vous allez voir que la fiction, enfin la réalité dépasse la fiction ou l'imagination, parce qu'il y a quelques années, en 2016, il y a un article qui est paru sur l'analyse du génome des aurochs, du bison des steppes, du bison d'Europe, etc. Et en fait, ce que ce travail a montré, c'est que le bison d'Europe, donc ce bison que je vous ai montré tout à l'heure, qui existe toujours en Pologne, eh bien, en fait, c'est un hybride de bison des steppes, donc ce bison priscus, avec un auroch, donc avec, alors c'est beaucoup de bisons avec un petit peu d'auroch, et c'est un hybride non pas historique, ce n'est pas les hommes qui ont fabriqué ça, c'est quelque chose qui existe au moins depuis 100 ou 125 000 ans. Et donc en étudiant la paléogénétique dans des sites paléolithiques de bisons et d'aurochs, on s'est rendu compte qu'au cours de la fin du Pléistocène, il y avait eu en Europe en fait une alternance entre les vrais bisons, si je peux dire, ce fameux bison des steppes Pléistocène, et puis de temps en temps, notre bison européen, qui est en fait, vous voyez, à 10%, un hybride d'auroch, et ça en fonction notamment de changements climatiques. Et du coup, ça explique le fait que dans l'art paléolithique, on a, et ça c'est quelque chose qui avait été reconnu depuis longtemps, on a deux sortes de bisons qui ne se ressemblent pas tellement. Alors on sait reconnaître que c'est des bisons, mais vous voyez, il y en a qui ont des grandes cornes, qui ont un corps assez bossu, massif à l'avant, et puis il y en a qui ressemblent plus à des bisons d'Europe, tels qu'ils existent aujourd'hui. Et donc ça, c'est ce qu'on trouve dans l'art paléolithique au début du paléolithique supérieur, et puis, disons, à partir du Magdalénien, c'est plutôt ces bisons-là qu'on voit représentés. Et ça correspondrait simplement à ces fluctuations que l'on observe. Donc voilà des exemples que je vous ai donnés de choses qui ont été reconnues comme des genres différents et qui, en fait, non seulement s'hybrident, mais s'hybrident et donnent des produits féconds, puisque, dans le fond, nos bisons d'Europe, ça fait 100 000 ans, au moins 125 000 ans,
qui sont là et qui sont le produit de cette ancienne hybridation. Alors venons-en maintenant à ce quand même qui est beaucoup plus répandu, qui est l'hybridation interspécifique. Donc là, on parle d'espèces proches. Et je vais reprendre quelques exemples. Donc je reviens à mes babouins. Donc les primates, c'est vraiment probablement avec les carnivores, les félins, le groupe qui est le plus, j'allais dire, iconique quand il s'agit d'hybridation. Donc voilà toutes ces espèces de babouins qu'on connaît en Afrique. Et voilà l'arbre phylogénétique que l'on peut en faire en s'appuyant notamment sur les données de la génétique, mais aussi, quand on peut, de la paléontologie. Vous voyez qu'on a une divergence assez ancienne, une première divergence, autour de à peu près 1,4 million, enfin 1,4 million d'années, et ensuite d'autres divergences, mais avec quand même des choses assez étonnantes, parce que vous voyez qu'il y a récemment, au cours de l'évolution de ces espèces, disons dans les derniers 150 000 ans, on a des situations où on a une hybridation avec une des espèces les plus dérivées comme Papio, avec quelque chose qui est beaucoup plus ancien, beaucoup plus archaïque et qui a apporté un petit peu d'ADN dans cette espèce. Et puis on a un cas extrême qui est un peu comme mon histoire de bison européen, mais en pire, si je peux dire, qui est cette espèce Kindae de Papio, dont on pense qu'en gros c'est deux lignées séparées quand même depuis 1,4 million d'années qui ont fusionné pour donner une nouvelle espèce. Alors c'est quand même un cas assez rare, hein, les espèces qui sont des fusions d'espèces différentes. On va en parler un peu la semaine prochaine quand on parlera de la formation des espèces, hein, comment les espèces naissent. Et donc, dans toute cette variété de Papio qui existe aujourd'hui en Afrique, eh bien, on a des espèces qui s'hybrident entre elles assez facilement, et notamment ce Papio Cynocephalus qui vit ici en Afrique de l'Est, et puis Papio anubis, qui est une espèce qui est un peu plus, disons, c'est le Sahel, et puis un bout de l'Afrique de l'Est. Et donc, Papio anubis et Papio cynocephalus ont une zone de contact, une frontière, si je peux dire, et ils ont même plus ils ont même plus qu'une frontière. En fait, ils ont une zone d'hybridation, et tout à l'heure, vous verrez, ce sera ma dernière diapositive. Vous saurez que vous êtes libérés quand je reviendrai au babouin, parce que je vous montrerai ce qui se passe exactement dans cette zone d'hybridation. Mais enfin, retenez que les bisons, les bisons aussi, mais les babouins, ça s'hybride très facilement. Alors, les carnivores, c'est aussi l'autre groupe au sein desquels on a énormément d'hybridation. Encore une fois, c'est lié aussi en partie au fait qu'on a des espèces qui se sont dispersées sur des territoires très très grands, donc avec des populations qui sont disjointes, mais qui peuvent, en fonction de fluctuations environnementales, se retrouver en contact. Et donc on a en Amérique du Nord quelque chose qui est très très bien étudié, c'est l'hybridation entre le coyote et le loup. Donc, ce sont deux espèces différentes du genre Canis. C'est différent en taille, c'est différent en écologie. La zone d'origine du coyote, c'est plutôt le sud du Middle West. Et puis les loups, ça vit plutôt dans les zones plus forestières, un peu plus septentrionales. Enfin, les loups, il y en a partout. Il y en a aussi là dans le sud-est des États-Unis. Et donc, ce à quoi on a assisté, et ça c'est vraiment un phénomène historique, c'est au développement d'une hybridation, j'allais dire à grande échelle, entre les coyotes et les loups, et c'est en grande partie lié aux activités humaines. C'est-à-dire que
à cause du développement de l'agriculture, à cause du déboisement, les coyotes qui étaient là, par là, ils se sont mis à migrer partout où ils pouvaient, en particulier vers l'Est. Les loups, ils ont eu tendance, eux, à remonter vers le nord. Mais surtout, le problème des loups, c'est qu'il y a moins de... Comment dire, dans de nombreuses zones qui étaient des zones où ils habitaient, les forêts ont été détruites. Et donc, ces deux espèces qui avaient quand même non seulement un habitat différent, mais, bon, pour dire les choses clairement, les loups ont une tendance assez naturelle à tuer les coyotes. Donc ça n'aide pas à l'hybridation. Mais à cause de ces changements environnementaux, en fait, on a vu, alors c'est vraiment au cours du XXe siècle, on a vu se développer une population de plus en plus importante de coy-loups, donc qui sont des hybrides à 60% de coyotes, à peu près 25% de loups, et puis 15% de chiens, parce que les chiens, je vous rappelle, les chiens sont des loups domestiqués, donc il n'y a aucune raison que ça n'arrive pas. Donc, une hybridation qui est en plein développement sous nos yeux. Autre exemple très connu, celui des loups, celui des ours, donc je vous ai déjà parlé du pisli ou gros lard. Donc, dès le XIXe siècle, quand on a commencé à créer des zoos où on a mis surtout qu'on mettait en scène quelque chose qui a été très à la mode à un moment dans les zoos, c'était le mur des ours. Ça existe au zoo de Leipzig que je connais bien. Donc, construction qui a été faite. Donc, on faisait vraiment une mise en scène où on mettait plusieurs espèces d'ours dans un montage avec une espèce de scène minérale avec toutes ces espèces d'ours. Ces ours, ces malheureux ours qui étaient contraints de se trouver ensemble avec peut-être pas beaucoup de choix de partenaires, ils sont reproduits et ont produit des hybrides. Donc on s'est rendu compte qu'il y avait des hybrides possibles d'ours polaires et de grizzly. Mais c'est quelque chose, par la suite, qu'on a découvert dans la nature. Alors, il y a tout un tas d'histoires à propos des hybrides de grizzly et d'ours polaires. Il y a eu des chasseurs qui, vous savez, en Amérique du Nord, pouvaient payer beaucoup d'argent pour avoir le droit de tuer un ours. Et donc, il y a eu en particulier une histoire fameuse, je crois que c'était un dentiste qui a été condamné par un tribunal à payer une somme extravagante parce qu'il n'avait pas tué le bon ours. Et il ne s'est pas démonté, il a fait faire une analyse génétique de son ours et on a prouvé que c'était un hybride des deux. Donc, il s'en est tiré finalement. Donc, ça existe dans la nature. Et pareil, ces hybrides sont des hybrides qui sont des hybrides féconds. Alors, en ce moment, on parle beaucoup de ces hybrides d'ours polaires et de grizzly parce que les activistes écologistes expliquent que ce qui est en train d'arriver, c'est une catastrophe liée au réchauffement climatique et aux activités humaines. En gros, on est en train de faire disparaître les ours polaires et de les hybrider avec des ours bruns presque contre leur volonté. Alors en réalité, ce n'est pas tout à fait ça, parce que quand on regarde l'histoire de ces espèces, on se rend compte que, en fait, ours polaires et grizzly s'hybrident depuis très longtemps, en réalité. Donc il y a eu plusieurs épisodes d'hybridation au cours de leur évolution, et ça, on s'en rend compte notamment en comparant l'arbre phylogénétique qu'on peut construire avec l'ADN mitochondrial et celui qu'on peut construire avec l'ADN nucléaire. Et ces deux arbres ne sont pas vraiment cohérents, enfin ils sont un petit peu différents. Et ça, c'est lié au fait qu'il y a eu plusieurs épisodes, surtout au début de leur évolution, où... alors, ce qui est vrai, c'est que les fluctuations climatiques ont joué un rôle très important là-dedans. C'est-à-dire que, quand il fait très froid,
les ours polaires, ils descendent vers le sud et dans certaines zones, en particulier là où il y a des îles, dans le nord du Pacifique, dans le nord de l'Atlantique, ils se trouvent parfois en cohabitation forcée, si je peux dire, avec des ours bruns. Donc c'est sûr que le climat il fait quelque chose comme il modifie l'écologie de ces animaux aujourd'hui. Et donc ce qui s'est passé pendant ces périodes de coexistence forcée, c'est que l'ADN mitochondrial d'une espèce est passé dans l'autre. Et vous vous souvenez que l'ADN mitochondrial, c'est un ADN qui ne se recombine pas, il ne se mélange pas, il est transmis uniquement par la mère à sa descendance. Et donc, alors il y a beaucoup de publications là-dessus, donc on a envisagé un peu tous les scénarios, mais ce qui est sûr, c'est qu'au fil de ces fluctuations climatiques, il y a eu ces introgressions d'ADN mitochondrial d'une espèce dans l'autre. Alors, ce qui est intéressant avec les ours, moi, c'est un exemple qui me fascine beaucoup parce que, en fait, le temps de divergence de l'espèce, soit dit en passant, on a mis pendant un moment l'ours polaire dans un genre différent. Bon, maintenant, on est devenu plus modeste, donc c'est un Ursus lui aussi. Et donc, cette divergence entre ces deux espèces, c'est une divergence qui, au point de vue chronologique, correspond en fait à la divergence à peu près entre Néandertal et Sapiens. On est autour de 600 000 à peu près, et je pense que c'est un modèle intéressant parce que les deux groupes d'espèces ont subi les mêmes fluctuations climatiques, donc avec les mêmes goulots d'étranglement, les mêmes problèmes de réduction des populations, de réexpansion des populations. Et puis vous allez voir qu'on a exactement la même histoire, c'est-à-dire le passage de l'ADN mitochondrial d'une espèce dans l'autre qui s'est produit chez les ours et chez les hommes. Autre exemple, vraiment spectaculaire d'hybridation chez les mammifères, ce sont les félins. Alors là, il y a un genre qui est le genre Panthera, dans lequel on range le lion, le tigre, le jaguar, le léopard, etc. Alors ces différentes espèces du genre Panthera, c'est pas compliqué, tout le monde s'hybride avec tout le monde. On peut hybrider un jaguar et un lion, un léopard et un tigre, etc. D'où, vous voyez, au point de vue nomenclature, on s'en est donné à cœur joie. J'aime bien le jagulep, qui est assez marrant. Et alors, ça donne tout un tas de créatures tout à fait extraordinaires. Des hybrides, des choses qui ressemblent à des lions mais tachetées, tigrées, des panthères noires qui sont en fait un peu des lions ou des lionnes, des hybrides de tigres et de lions. Alors en fonction de savoir qui est le mâle, qui était le mâle, qui était la femelle, tout ça, ça a donné non seulement une nomenclature différente, mais aussi des formes assez différentes. Et bon, c'est vrai que, en fait, dans la nature, je pense en particulier aux tigres et aux lions, les tigres et les lions n'ont plus depuis un bon moment d'habitat commun. Donc il n'y a aucune chance dans la nature pour qu'il y ait des hybrides de lions et de tigres. Donc tout ça, quand même, c'est de la production de zoos. Mais bon, ça a le mérite de montrer que c'est possible. Et alors, on a dans ces hybrides, on a quand même, parce que là, on a affaire à des espèces qui parfois ont divergé depuis quand même assez longtemps. Donc, généralement, on a des hybrides, au moins des hybrides mâles qui sont stériles. Alors, les hybrides femelles, c'est une autre histoire. On va y venir dans un instant. Alors maintenant, je voudrais vous parler un petit peu des caractéristiques de ces hybrides, c'est-à-dire, dans le fond, qu'est-ce qui se passe quand on hybride ces espèces. Vous avez vu que c'est plus ou moins facile entre espèces ou genres proches. Et donc, vous allez voir que sur le plan
du phénotype, des caractéristiques, de la génétique, mais aussi sur le plan de de l'ostéologie, et c'est ce qui nous intéresse en tant que paléontologue. Bien, ces hybrides, ils sont un petit peu bizarres, en fait. Alors d'abord, il y a une chose qui est impactée par l'hybridation, c'est la taille des hybrides. Alors, en général, la taille des hybrides est supérieure à la taille des espèces pures qui leur ont donné naissance, mais il y a des situations différentes, en particulier ce pumapar, donc, qui est alors lui un hybride entre un puma et une panthère, donc des genres différents, hein, des genres qui sont séparés depuis quand même très longtemps. Là, on est un peu dans la situation que je vous ai décrite tout à l'heure avec le théropithèque et puis le babouin, c'est-à-dire des espèces qui sont... Alors, la divergence de pumas et des panthères, il y a beaucoup de discussions sur leur date de divergence, mais c'est quelque part entre 4 millions et 7,5 millions d'années. Hein, donc, c'est loin dans le... c'est loin dans le passé. Et donc, je vous ai dit, dans les zoos, on a tout essayé, hein, surtout au début du XXe siècle. Donc, aussi bien à Chicago qu'à, je crois que c'est à Hambourg, on a essayé d'accoupler des pumas mâles et des léopards femelles pour obtenir ce fameux hybride. Et ça a marché, on a obtenu quelques-uns. Alors, voilà, sur 6 hybrides, il n'y en a qu'un seul qui est parvenu à l'âge adulte. Les autres sont morts avant, n'étaient pas vraiment très viables. Et ce pumapar qui a survécu, on l'a empaillé, on l'a gardé, il est dans un musée, hein, on peut trouver sa photo. Alors, il a des caractères anatomiques, un pelage un petit peu particulier, mais surtout, je vous le montre parce que c'est une situation où, alors non seulement les hybrides sont quand même, j'allais dire, à la limite de la viabilité, je ne parle même pas de la fécondité, hein, mais ce pumapar est nettement plus petit que les espèces qui lui ont donné naissance, c'est-à-dire le puma d'un côté et la panthère de l'autre. Mais très généralement, ce n'est pas ça qu'on observe. Ce qu'on observe, c'est plutôt des hybrides qui sont plus grands que les espèces pures qui leur ont donné naissance. Alors, je vous ai dit, les zoos ont joué un rôle là-dedans parce que, et alors surtout dans la période moderne, d'ailleurs c'est un peu scandaleux parce que, en fait, pourquoi ils produisent ces hybrides ? Ils produisent ces hybrides parce que ça attire des visiteurs, hein, qui viennent voir l'hybride. Alors celui-là en particulier, c'est une célébrité, il a sa page Facebook, hein, vous pouvez aller chercher. Hein. Donc il s'appelle Hercules, hein, il vit en Caroline du Sud. Et c'est un hybride de lion et de tigre, tigresse. Vous voyez la dame qui est à côté, hein, c'est un sacré morceau, hein, Hercule. Il fait plus de 400 kilos, c'est une bête absolument énorme, c'est le plus gros félin vivant qu'on connaisse. Il est dans le livre des records, le Guinness, vous pouvez aller chercher Hercules si vous avez le temps. Et alors, il vit dans une espèce de safari zoo, ça attire les visiteurs. C'est un peu triste parce qu'en fait, on se rend compte que ces hybrides, non seulement les mâles sont stériles, etc., mais souvent, ils ont quand même pas mal de problèmes de santé, c'est-à-dire ils se développent... ils peuvent être viables, mais ils ont quand même énormément de problèmes de santé. Et ils ont aussi parfois des problèmes, je dirais, mentaux. Hein. Donc les zoos qui se spécialisent dans la production, en particulier de ces fameux ligres, c'est un business pas très honorable. Alors, le fait que les hybrides aient une taille comme ça, souvent très supérieure aux espèces
mère. Bon, évidemment, on s'est beaucoup interrogé là-dessus. Dans le cas des lions et des tigres, ce qu'on pense, c'est qu'il y a dans le génome des lions mâles quelque chose qui maximise la taille. Pourquoi ? Parce que plus on est un gros lion et plus on va être, je dirais, compétitif vis-à-vis des autres lions mâles dans la compétition sexuelle. Et ça, dans le génome des lionnes, heureusement, il y a ce qu'il faut pour tempérer un peu le truc, quoi, hein. Et donc, malheureusement, ce qui régule un petit peu cette partie du génome des lions mâles pour être le plus grand possible, ça n'existe pas dans le génome des tigresses. Et donc, quand on produit des hybrides de lions mâles et de tigresses, ben, on a des choses comme ça. Ce caractère très massif, très grand des hybrides, c'est quelque chose qui est mis à profit par les hommes. C'est-à-dire que les hommes ont produit, en particulier pour obtenir des animaux de bas, des hybrides qui étaient beaucoup plus puissants que les espèces mères. Et c'est en particulier le cas de ce fameux turcoman, qui est un mulet, si vous voulez, qui est un croisement de dromadaire et de chameau. Et donc, en Asie centrale, on produit volontairement ces hybrides. Vous voyez, c'est une espèce d'énorme dromadaire avec un début de double bosse, hein, quelque chose entre une bosse et deux bosses, mais ce sont des animaux énormes et qui ont des capacités une puissance de traction. Ça peut porter 400 kg, hein, un animal comme ça sur le dos, donc on les produit volontairement comme on produit des mulets ou des mules. Alors, je vous ai beaucoup parlé de cette histoire d'interfécondité et puis d'hybrides féconds, pas féconds. Donc, autre caractère qui est particulier aux hybrides, avant de parler de morphologie et d'os, on n'a pas de la taille, c'est de regarder un petit peu ce qui se passe dans le génome. Et dans le génome, ce qui se passe, c'est que, évidemment, la compatibilité entre le génome de la mère et du père de l'hybride, elle n'est pas complète, hein. Et en gros, ce qui fait qu'il y a un isolement reproductif des espèces qui se met en place, eh bien, c'est l'accumulation dans le génome des deux espèces de mutations qui graduellement vont rendre ces génomes incompatibles. Alors, dans ces mutations, il y a des mutations particulières qui jouent un rôle peut-être plus important que la multitude de petits changements qui peuvent se produire tout au long de des milliers d'années sur cet ADN. Ce sont les mutations qui affectent les chromosomes sexuels, ça on va en parler dans un instant, et puis c'est tout ce qui concerne ce qu'on appelle des mutations chromosomiques ou des réarrangements chromosomiques. Pourquoi ? Parce que si vous n'avez pas le même nombre de chromosomes que votre partenaire, ça ne facilite pas les choses au moment de la reproduction. Je vous montre ici l'exemple de l'homme et du chimpanzé. Donc, vous savez, on nous explique toujours que l'homme et le chimpanzé, ça a 95% ou plus de similarité génétique, etc. Oui, quand on déplie l'ADN et qu'on essaie d'aligner des séquences, mais ce qu'il faut bien voir, c'est que ces séquences, elles ne sont pas organisées dans le même ordre forcément sur les chromosomes. Pourquoi ? D'abord parce que chez le chimpanzé, il y a une paire de chromosomes en plus, hein. Et puis ensuite, vous voyez que quand on compare le génome, enfin quand on compare les chromosomes, chaque paire de chromosomes à la paire de chromosomes homologue chez le chimpanzé, donc on voit ici ce qui est le résultat probablement d'une fusion ou au contraire d'une cassure de chromosomes, mais surtout on a des tronçons entiers de chromosomes qui s'inversent à un moment donné. Et ça, évidemment, ça rend la compatibilité génétique assez problématique pour une reproduction. Et donc, pour revenir à nos hybrides, alors, homme-chimpanzé, on a essayé, hein.
un Russe, des Russes, je ne sais plus, mais bon, on n'a pas entendu beaucoup parler, je ne sais pas, ça n'a pas dû donner grand-chose. Donc, pour revenir à des hybrides qu'on connaît bien, ces fameux hybrides qui sont très robustes, ben, la raison pour laquelle les mules et les mulets sont stériles, alors il y aurait des exceptions, il paraît, mais si c'est vrai, c'est quand même très très rare. Donc on a en fait, entre les mules et les mulets, c'est un âne mâle avec une jument. Hein. Un cheval mâle avec une ânesse, c'est un bardeau. Mais donc les mules et les mulets, eh bien, sont le produit d'une reproduction entre un mâle et une femelle qui n'ont pas le même nombre de chromosomes, justement. Et donc notre mule, quand elle est née, eh bien, au lieu d'avoir 64 chromosomes comme la jument ou 62 comme l'âne, eh bien, elle se retrouve avec 63 chromosomes, et ça rend très très difficile la reproduction à la génération suivante. Parce qu'il n'y a pas de, il n'y a pas d'appariement correct qui peut se produire au moment de la première division de méiose. Alors, les chromosomes sexuels jouent un rôle très important dans toute cette histoire-là. Et il y a un biologiste britannique qui s'appelait Haldane, il y a très longtemps, qui a fait une observation qu'on cite souvent comme la règle de Haldane, et qui est le fait qu'il a observé que lorsqu'on avait des hybridations entre espèces proches ou entre sous-espèces, et qu'il y avait une stérilité qui se manifestait, très souvent, c'était dans le sexe hétérogamétique que se présentait cette stérilité. Alors, c'est quoi le sexe hétérogamétique? Eh bien, pour parler de quelque chose que vous connaissez, eh bien, c'est le sexe qui est déterminé par la présence comme chromosome sexuel de deux chromosomes différents chez l'homme XY, alors que la femme a un génome avec un karyotype avec deux chromosomes X. Et donc on observe ça de façon très générale. Donc chez les mammifères, dans toutes nos histoires d'hybridation, très souvent ce sont les mâles qui sont stériles. Alors un jour, les femelles, à un moment donné, quand l'isolement reproductif complet se produit, là, il y a plus de... même les femelles hybrides deviennent stériles aussi. Hein. Alors cette situation où on a, chez l'homme, enfin chez les mammifères en général, un chromosome Y qui va déterminer le sexe mâle chez le porteur, c'est pas général. Hein. Par exemple, chez les oiseaux, mais chez d'autres formes animales, ce sont les femelles qui sont hétérogamétiques. Hein. Donc là, si on a des hybrides, ce sont elles qui vont avoir des problèmes. Et puis, pour compliquer le tout, on ne va pas rentrer là-dedans, mais sachez qu'il y a des espèces dans le monde vivant où il n'y a pas qu'une paire de chromosomes sexuels. Il y en a plusieurs. Alors là, ça complique énormément les choses, parce que vous voyez, on peut arriver à des combinaisons absolument extraordinaires qui vont déterminer pour savoir si on a un mâle ou une femelle à la fin. Enfin, pour revenir à nos espèces hétérogamétiques, le sexe hétérogamétique stérile, on n'a pas vraiment une explication, j'allais dire, sûre et certaine de cette règle d'Haldane. C'est une observation, on sait que c'est comme ça. Alors, il y a des tas de gens qui ont proposé des tas d'explications, certaines qui font intervenir le fait que le chromosome X évoluerait plus vite que d'autres chromosomes, ou le chromosome Y. Le fond de l'histoire, c'est probablement une histoire de dominance d'allèles. Dans le fond, c'est le même problème dans certaines maladies génétiques, c'est-à-dire que si vous avez un allèle qui est délétère
en combinaison avec un autre allèle sur votre chromosome X et que vous n'avez qu'un seul chromosome X, c'est très mauvais. Si vous avez un autre chromosome X, vous avez une chance de vous rattraper, si je peux dire, parce que l'autre chromosome X peut porter un allèle qui présente une combinaison qui est moins incompatible. Donc, dans les histoires d'hybridation, ce qui se passe, évidemment, c'est qu'il y a une recombinaison génétique. Et donc, on se retrouve avec des cocktails où on a des allèles, et on va en reparler dans un instant, qui sont encore une fois, qui créent vraiment une incompatibilité génétique qui fait que parfois le fœtus n'est pas viable, parfois l'individu n'arrive pas à l'âge adulte, et parfois il arrive à l'âge adulte, mais en tout cas à ce moment-là, son système reproducteur ne fonctionne pas normalement. Alors, il y a un exemple qui est vraiment intéressant, c'est l'exemple de la souris que vous connaissez. Hein. Donc les souris, Mus musculus, en Europe, il y en a deux sous-espèces. Alors, c'est intéressant, on les a rangées dans des sous-espèces différentes. Mais vous allez voir que c'est quand même des sous-espèces qui ont des problèmes pour se reproduire entre elles. Hein. Et donc, ces deux sous-espèces sont des espèces qui se sont séparées il y a à peu près 500 000 ans, de 500 000 à 350 000 ans, quelque part proche au Moyen-Orient. Et puis ensuite, elles ont migré, en tout cas Musculus migre vers l'ouest, et donc ils rencontrent Mus domesticus. Et donc en Europe, il y a une frontière entre le monde des souris grises et le monde des souris des greniers. Et donc c'est quelque chose qui est très étudié parce qu'on essaie de comprendre ce qui se passe là le long de cette frontière. Et en fait, ce qu'on a observé, c'est que, je vous rappelle, ce sont des sous-espèces, hein, donc on est censé être à l'intérieur de l'espèce définition Mayer. Hein. Eh bien, en fait, quand on a une reproduction entre un mâle domesticus et puis une femelle musculus, eh bien, si les produits sont mâles, eh bien, ils sont stériles. Et alors, ils ont on se rend compte qu'ils ont un comptage, on fait des comptages de spermatozoïdes, ils produisent moins de spermatozoïdes, ils ont aussi, quand on explore l'histologie de leurs testicules, pas mal de problèmes. Et donc là, on a vraiment un exemple où on a, dans le fond, des sous-espèces, mais qui sont des sous-espèces en train de se séparer, et même si elles sont en contact, eh bien, dans le fond, ces mécanismes qui font que dans la population, il y a une partie des individus qui est peu fertile, voire stérile, eh bien, fait que dans le fond, il n'y a pas de fusion entre les deux sous-espèces, même si maintenant elles sont en contact. Je vous rappelle, elles ont été séparées il y a 350 à 500 000 ans. Là, elles sont en contact à nouveau, mais c'est récent, c'est quelques millénaires. Et dans le fond, cette frontière, elle persiste. Parce que, et ça, on va revenir sur cette notion-là, même si on a hybridation, même si on a une hybridation qui produit des hybrides fertiles, ben, ça ne suffit pas forcément si je peux dire, à réunir les espèces existantes. Cette espèce de fusion que je vous ai montré tout à l'heure avec mon exemple avec les babouins. Et donc, on a déjà, en fait, si on suit les préconisations de De Queiroz, eh ben, on a des lignées de métapopulations qui évoluent séparément, c'est-à-dire que même si elles sont encore interfécondes, il y a des mécanismes qui les empêchent, en fait, de fusionner. Alors, regardons maintenant ce qui se passe du point de vue de la morphologie. Donc, je vous ai parlé de la taille. Alors, nous, ce qui nous intéresse en tant que paléontologue, c'est ce qui se passe avec les os, hein, évidemment. Alors, on a beaucoup étudié, en particulier cette collègue qui travaille en Afrique du Sud, Becky Ackerman, a beaucoup étudié des populations de babouins. Donc, on parle de Papio-Cynocephalus et de Papio-Anubis, parfois qui étaient dans des espèces de réserves
enfin de réserve, mais c'était artificiel, hein, on les mettait ensemble, et donc ils s'hybridaient assez naturellement. Et donc on a des collections importantes, des collections squelettiques qui permettent de comparer les hybrides avec les populations mères. Et donc on observe des choses vraiment très intéressantes. D'abord, donc là ce sont des crânes de femelles. À gauche, vous avez deux crânes qui correspondent à un crâne de Cynocephalus et un crâne d'Anubis. Et là, vous avez des hybrides de première génération. Et vous voyez ce que je vous ai raconté tout à l'heure à propos d'Hercule, c'est que les hybrides sont beaucoup plus costauds que les populations mères d'espèces pures. Donc il y a cet effet de taille. Alors, il y a un effet de taille, mais en même temps, il y a aussi une grande variabilité. C'est-à-dire qu'on va trouver chez ces hybrides, vous vous souvenez ce que je vous ai montré tout à l'heure avec mes bisons et mes aurochs qui donnaient des hybrides un petit peu bizarres, qui avaient des morphologies un peu composites. Eh bien, on va trouver chez les hybrides de première génération de nos espèces de babouins, tout ça sont des mâles de première génération. Et vous voyez qu'il y a une énorme variation de taille, en fait. Il y a des Hercules et il y en a d'autres qui sont beaucoup moins Hercules que les autres. Hein. Donc il y a cette variation. Et puis, alors, autre observation qui est vraiment intéressante, et ça rejoint ce que je vous ai dit sur le fait que, dans le fond, plus on a affaire à des génomes qui s'éloignent, et plus les hybrides, même s'ils sont possibles et même s'ils sont féconds, vont avoir des problèmes de développement, eh bien, on trouve dans l'ostéologie de ces hybrides des caractères quand même très curieux. Donc là, j'en ai choisi deux. L'un, c'est la suture zygomaxillaire, hein, donc c'est la suture qu'il y a entre l'os maxillaire et puis l'arcade zygomatique. Et vous voyez que quand on regarde ces hybrides, ils ont là, vous voyez, celui-là, il a deux sutures zygomaxillaires. Donc, il a une espèce de dédoublement de la suture zygomaxillaire, ce n'est pas quelque chose qu'on observe normalement chez les babouins. Et alors, dans le domaine de la denture, alors là, il y a des choses encore plus extravagantes que ça. On a des anomalies dentaires tout à fait étonnantes. En particulier, on a des dents surnuméraires qui apparaissent chez les hybrides. Donc, voilà ici deux exemples. Sont des mâles de première génération qui ont quatre canines au maxillaire. Donc ils ont de chaque côté, ils ont les canines qui sont doublées en quelque sorte, et on a toute une variété comme ça d'anomalies du développement. Alors pour finir ce cours, je voudrais revenir quand même à la paléontologie humaine, aux fossiles humains, et revisiter un petit peu tous ces caractères dont je vous ai parlé aujourd'hui à propos des hybrides, à propos de notre homme de Néandertal et notre Homo sapiens, dont on sait qu'ils pouvaient s'hybrider. Et dans le fond, la question, c'est de savoir, vous savez qu'il y a un débat inépuisable pour savoir si Néandertal est une autre espèce ou pas une autre espèce. Et alors évidemment, quand on a découvert qu'il y avait chez les hommes actuels à peu près 2% de leur ADN qui était hérité de l'homme de Néandertal, évidemment les partisans de Néandertal, c'est nous, ont évidemment sauté là-dessus en disant tu vois, je te l'avais bien dit, c'est la même espèce, c'est pas une autre espèce, ils se reproduisent, etc. Vous allez voir que c'est un peu plus compliqué que ça. Alors d'abord, cette contribution néandertalienne dans notre génome, c'est quelque chose qui s'est essentiellement produit quelque part entre 50 000 et 80 000 avant le présent. Donc c'est, disons, quand il y a eu la dernière grande sortie d'Afrique, hein, on va dire ça comme ça. Donc là, il y a eu une contribution, il y a eu un mélange, une hybridation qui s'est produite probablement au Proche-Orient.
Et tous les Homo sapiens qui sont partis de là pour aller coloniser l'Europe, l'Asie, l'Australie, l'Amérique, etc., ont exporté ce petit peu d'ADN néandertalien partout, même dans des endroits où il n'y avait jamais eu de néandertaliens. En Australie, il n'y a jamais eu de néandertaliens, mais les aborigènes australiens ont un peu d'ADN néandertalien. Alors en fait, cette contribution, ce n'est pas le premier épisode d'échange génique entre néandertaliens et sapiens africains. En fait, il y en a eu d'autres avant. Et ça, on s'en est rendu compte en étudiant. Alors, c'est venu d'abord avec l'ADN mitochondrial, ce fameux ADN qui est transmis que par la mère. On s'est rendu compte de quoi? On s'est rendu compte que quand on faisait un arbre phylogénétique où on essayait de reconstituer le temps de divergence entre néandertaliens et sapiens, on avait pour l'ADN mitochondrial un âge beaucoup plus récent que l'âge qu'on avait pour l'ADN nucléaire. Alors on a tourné le truc dans tous les sens, on n'a jamais réussi à vraiment résoudre ce problème-là. Et puis les choses se sont compliquées quand on a découvert les Denisoviens. Parce que là, on s'est rendu compte qu'en fait, et puis ensuite on a séquencé de l'ADN mitochondrial chez des néandertaliens anciens. Alors pour résumer la conclusion, enfin pour résumer tous ces travaux, en fait, ce dont on s'est rendu compte, c'est quoi? C'est que le vrai ADN mitochondrial des néandertaliens, c'est celui qu'on trouve chez les Denisoviens, parce qu'il était présent chez leur ancêtre commun. D'accord? Et tout ça, c'est compatible avec une divergence autour de 600 000 ou 650 000 entre Homo sapiens d'un côté et puis néandertaliens plus Denisoviens de l'autre. Mais ce qui s'est passé au cours de l'évolution des néandertaliens, c'est qu'à un moment donné, alors quelque part autour de 300 000 ans, 350 000, on n'a pas une date très précise, il y a eu une introgression, vous vous souvenez mes ours, il y a eu une introgression d'ADN mitochondrial africain dans le génome des néandertaliens de l'ouest de l'Eurasie. Et donc ça, c'est quelque chose qui s'est probablement produit à cause d'un contact entre population africaine et population eurasiatique. Et on a trouvé, donc c'est vieux, hein, ça n'a rien à voir avec l'introgression d'ADN nucléaire néandertalien dans le génome des sapiens actuels. Et on s'est rendu compte qu'il y avait exactement le même phénomène qui s'était produit avec le chromosome Y. C'est-à-dire que le chromosome Y des derniers néandertaliens, c'est pas le bon, si je peux dire, c'est un chromosome Y qui lui aussi a été hérité de populations africaines anciennes, des sapiens, mais très anciens, puisqu'on est au-delà de 200 000, même parfois au-delà de 300 000. Et donc, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est quelque chose qui ressemble énormément à ce qu'on observe chez nos ours. Je vous rappelle que chez nos ours, c'est lié à des fluctuations climatiques qui ont isolé des populations dans des régions où elles ont été contraintes de cohabiter de façon un peu inhabituelle. Alors, en ce qui concerne les sapiens et les néandertaliens, on pense qu'il s'est passé en gros la même chose. C'est-à-dire qu'on a au Proche-Orient, enfin on a au Sahara d'abord et puis au Proche-Orient ensuite, des épisodes humides pendant lesquels ils se développent dans des zones qui sont aujourd'hui des zones désertiques, le Sahara, la péninsule arabique, des paysages de savane arborée, et à l'occasion de ces épisodes-là, les populations africaines qui vivent dans ces paysages-là, elles rentrent dans le sud du Proche-Orient, et c'est probablement à l'occasion d'un de ces épisodes que cet ADN mitochondrial, ce chromosome Y d'origine africaine, a fait son entrée dans le génome des populations eurasiatiques. Puis après, pour des raisons sélectives, ça a été soumis à une sélection positive probablement, il s'est répandu dans ces populations eurasiatiques.
Alors ensuite, il y a eu, je vous disais, la grande sortie, si je peux dire, celle qui vraiment va aboutir au remplacement complet des Néandertaliens et des Denisoviens par les sapiens. Donc c'est quelque chose qui est beaucoup plus tardif. Je vous ai donné des chiffres autour de 60 000. Et là, on a cette introgression d'ADN. Alors cette fois-ci, c'est dans l'autre sens que ça se passe. C'est-à-dire, c'est depuis les Néandertaliens vers les sapiens. Alors, je fais une petite parenthèse, ça s'est probablement produit aussi dans l'autre sens. Le problème, c'est qu'on n'a plus de Néandertaliens, donc on ne peut pas regarder s'ils ont un peu d'ADN de sapiens, mais ça a sûrement existé. Le problème que les paléogénéticiens rencontrent, c'est que on a du mal à vérifier ça, parce qu'il faudrait qu'on ait des Néandertaliens, donc des fossiles, post-contact avec les sapiens. Et ça, d'abord, il y a très peu de fossiles de cette période-là, et il n'y en a pas dont on est sûr que c'est des Néandertaliens qui, si je peux dire, ont vu des sapiens de près. Donc on ne sait pas, mais c'est probable. Alors il y a plusieurs choses à dire à propos de cette introgression. Donc ce que vous voyez là, ici, sont tous nos chromosomes. Ça commence avec chromosome X, et puis ensuite les 22 autres paires de chromosomes. Donc toutes ces petites barres rouges, c'est de l'ADN néandertalien. Alors ce n'est pas les chromosomes d'un individu. Personne n'a cette quantité d'ADN néandertalien. Vous et moi, on a quelques barres rouges. Ça, c'est l'addition de toutes les barres rouges, de tout le monde. Et vous voyez que quand on met ensemble les barres rouges de tout le monde, eh bien, en théorie, on devrait avoir le génome néandertalien complet. On ne l'a pas. On en a à peu près 40%. Donc il y a 60% de notre génome où là, il n'y a pas d'ADN néandertalien. Pourquoi ? Parce que la sélection naturelle a fait le ménage. Vous vous souvenez ce que je vous ai raconté tout à l'heure sur le fait qu'il y a des combinaisons d'allèles qui étaient délétères. Eh bien voilà, il y a des endroits du génome où il ne faisait pas bon avoir de l'ADN néandertalien. Et ceux qui ont hérité d'ADN néandertalien dans ces endroits-là du génome, ils n'ont pas eu de postérité. Ou ils n'ont même pas survécu d'ailleurs. Bon. On a un site qui, de ce point de vue-là, est vraiment très, très intéressant. C'est un site que nous avons fouillé en Bulgarie. On a trouvé les sapiens les plus anciens dans les moyennes latitudes pour lesquels on ait un génome. Donc ce sont des sapiens qui arrivent dans l'est de l'Europe il y a à peu près 46 000 ans. Donc ces fossiles, celui-là, ça c'est le génome de un d'entre eux. Ils ont entre 46 000 et 43 000. Et ce qu'on observe dans leur génome, c'est quoi ? C'est que, alors ils ont toutes les petites barres rouges que je vous ai, enfin certaines barres rouges. Ça c'est un individu. Donc ils ont ces barres rouges qui sont présentes. Donc tous ces petits traits là, ils sont plus rouges, ils sont bleus. Mais alors vous voyez qu'il y a des grands morceaux d'ADN néandertalien dans leur génome. Et ça, c'est dû au fait que toutes ces petites barres bleues qu'ils ont, c'est l'ADN néandertalien qu'ils ramènent avec eux depuis le Proche-Orient. C'est-à-dire c'est cet ADN qui a été acquis par les premiers arrivants au cours d'épisodes d'hybridation avec les Néandertaliens locaux, les fameux 2%. Mais en plus, ils ont eu un second contact intime, si je peux dire, avec les Néandertaliens, localement en Europe. Et là, ça ne s'est pas passé plusieurs milliers d'années avant, ça s'est passé seulement quelques générations avant. Et donc, comme c'est seulement quelques générations avant, eh ben ces grands bouts d'ADN, ces grands bouts de chromosomes, ils n'ont pas encore été fragmentés, ce qui va se produire dans les générations suivantes. Donc, ils n'ont pas 2% d'ADN néandertalien, ils en ont un peu plus, ils en ont entre 3,5 et 3,8%, quelque chose comme ça. Mais surtout, ils ont ces grands bouts d'ADN. Donc ça nous dit une histoire sur ce qui leur est arrivé au point de vue contact, hybridation, etc. Mais ce qui est
ce qui est tout à fait remarquable, c'est que on voit déjà dans le génome de ces gens-là ces déserts néandertaliens que je vous ai montrés tout à l'heure. Vous vous souvenez, je vous ai dit, dans le génome des Homo sapiens, il y a des endroits où on ne trouve jamais d'ADN néandertalien, parce que quand on a de l'ADN néandertalien là, la sélection naturelle a éliminé ces individus assez vite. Et ce qui est tout à fait remarquable, c'est qu'on voit que cette sélection, ce n'est pas une sélection qui s'est produite graduellement au cours de dizaines de milliers d'années, c'est un truc qui s'est produit tout de suite. Parce que là, on a des gens qui ont été en contact avec des néandertaliens 5, 6, 7 générations auparavant, c'est-à-dire, voilà, et bon, ils n'ont pas connu, parce que c'est quand même assez loin pour eux, mais c'est très très près dans le temps. Et donc en quelques générations, donc probablement déjà la première génération, il y avait des petits hybrides qui ne voyaient pas le jour, ou ils voyaient le jour, mais ensuite ils ne se reproduisaient pas. Et d'ailleurs, quand on regarde ce qui se passe aujourd'hui, dans le génome des hommes actuels, on peut aller regarder où est-ce qu'on trouve de l'ADN néandertalien, et surtout on peut regarder cet ADN néandertalien, comment il s'exprime dans des tissus particuliers, dans des organes particuliers. Parce qu'il y a des gènes et des allèles qui sont liés au développement ou au fonctionnement de certains organes. Et devinez quoi ? Quand on fait ça, eh bien, on se rend compte que l'organe dans lequel le génome néandertalien est le moins exprimé, ce sont les testicules, comme chez mes souris. D'accord ? Et ça, c'est un argument assez fort pour dire que non seulement il y avait ces problèmes d'incompatibilité, mais probablement qu'on avait des hybrides mâles qui étaient peu féconds, voire stériles. Et on observe, quand on regarde la présence d'ADN néandertalien dans le génome en général, on se rend compte, alors là, c'est dans les organes, hein, vous voyez, testicules, c'est l'avant-dernière ligne. Là, c'est dans le génome en général. On se rend compte que dans les chromosomes X, il y a beaucoup moins d'ADN néandertalien que dans les autres chromosomes. Et ça colle absolument avec cette idée que les hybrides, donc le sexe hétérogamétique, il est probablement stérile, parce que c'est exactement l'effet que ça produit en termes de distribution. Et donc, très certainement, ce qu'on a, c'est une zone d'hybridation entre population africaine et population eurasiatique qui est probablement une zone ancienne. D'ailleurs, soit en passant, cette idée que les Homo sapiens qu'on trouve au Proche-Orient, celui-là il a 125 000 ans, ça c'est un néandertalien beaucoup plus récent. La notion que c'est peut-être une zone de mélange, d'hybridation, etc., c'est vieux comme la découverte de ces fossiles. Hein. Depuis les années 20, 30 du XXe siècle, il y a eu des gens qui ont dit il y a des néandertaliens, mais ils ne sont pas vraiment néandertaliens. Il y a des sapiens, mais ils ne sont pas vraiment sapiens. Donc c'est une idée qui est relativement ancienne. Donc elle refait surface maintenant de plus en plus. Voilà un fossile qui a été découvert, c'était publié en 21. Hein. C'est une mandibule néandertalienne, enfin pour moi néandertalienne, découverte dans le sud d'Israël, mais qui est associé à un pariétal qui a quand même des caractères un petit peu bizarres. Et en plus, cette mandibule néandertalienne, elle est associée à un outillage lithique qui est normalement l'outillage lithique qu'on trouve au Levant associé à des sapiens. Donc tout ça, ça colle assez avec cette idée peut-être de zone hybride. Et maintenant, si on va voir ce qui se passe en Europe, donc je vous ai parlé de ces hommes de Bachokiro qui ont eu un contact avec les Néandertaliens quelques générations avant. Alors, le problème des hommes de Bachokiro, c'est que c'est vraiment des restes très très fragmentaires. Donc on est très content parce qu'on a un génome qui est très bien conservé. On peut les dater, on peut faire des tas de choses,
mais dans le fond, leur morphologie, on ne la connaît pas vraiment. En fait, on a un maxillaire, c'est tout. On n'a pas vraiment de morphologie. Mais on a un fossile qui est probablement subcontemporain, qui vient, lui, de Roumanie, qui vient d'un site qui s'appelle Pestera Couasé. Alors, ça veut dire Pestera Couasé, la grotte des os. C'est un peu dommage parce qu'on a fini par appeler tous ces fossiles OASé 1, 2, 3. Alors, ça veut dire os 1, os 2. Bon. Les gens devraient apprendre le roumain un peu plus. Et donc, on a deux fossiles qui sont très connus, qui viennent de ce site. Alors, celui-là, là, cette mandibule, elle a été datée, enfin, il y a une publication qui la date autour de 40 000. Bon, moi, je pense qu'elle est en fait plus ancienne. D'abord parce qu'elle a été datée avec une technique du radiocarbone qui n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui. Je pense qu'il y a des problèmes de contamination qui n'étaient pas résolus. Malheureusement, on ne peut pas la redater. On a essayé, mais on ne peut pas. Enfin, les conservateurs ne veulent pas en donner un morceau pour qu'on la date. Okay, je les comprends. Regardez le bout qui manque là-bas. Alors, ce qui est intéressant avec cette mandibule, c'est que là, on a de l'ADN qui a été séquencé et on sait que c'est comme Bachokiro. C'est un individu qui a dans ses aïeux un néandertalien très très proche, juste quelques générations auparavant. D'accord ? Et donc c'est intéressant parce que c'est pas un hybride de première génération, mais c'est un hybride quelques générations après qui est ses ancêtres se sont évidemment reproduits au sein d'une des populations, les sapiens. Mais c'est intéressant de regarder sa morphologie. Et donc Eric Trinkos, qui était un grand partisan de l'hybridation néandertalien sapiens, donc avec ses collègues, Hélène Rougier, d'autres, ils ont beaucoup travaillé là-dessus. Et c'est vrai que cette mandibule a quand même des caractères un petit peu curieux, et en particulier, regardez sa taille. Donc ça, ce qu'on appelle le centroïde de la taille, c'est ce qu'on peut calculer, c'est une façon de calculer la taille globale en utilisant des coordonnées tridimensionnelles, des tas de points de repère. Et vous voyez que OASé, cette fameuse mandibule, elle est là, voyez, dans la variation de formes beaucoup plus anciennes du paléolithique moyen, enfin du Pléistocène moyen, des Néandertaliens, et très au-dessus de ce qu'on devrait trouver normalement chez un Homo sapiens du paléolithique supérieur en Europe. Donc on retrouve ce que je vous ai raconté tout à l'heure un peu sur les hybrides qui sont plus gros, plus grands que les individus des populations mères. Et souvenez-vous aussi de ce que je vous ai dit des dents qui sont un petit peu bizarres. Eh bien là, alors c'est pas la mandibule, c'est le crâne qui... Alors lui, on ne connaît pas vraiment son âge, il est peut-être un peu plus récent, mais il est peut-être aussi contemporain de la mandibule. C'est un autre individu, c'est pas le même individu, c'est un adolescent. Il a une troisième molaire, une dent de sagesse qui est en cours d'éruption. Et vous voyez que cette dent de sagesse, elle est là sur ce diagramme, elle est ici. Donc c'est un petit carré bleu. C'est un petit carré bleu parce que c'est un Homo sapiens du paléolithique supérieur d'Europe. Vous voyez qu'elle est complètement détachée de tous les petits carrés bleus qu'il y a ici. Pourquoi ? Parce que cette troisième molaire, elle a la taille de ce qu'on trouve normalement chez des australopithèques. D'accord ? Donc, on a là des espèces de bizarreries, dans le fond, qu'on est assez tenté de mettre du côté de tous ces phénomènes que je vous ai décrits chez les hybrides, c'est-à-dire les hybrides mâles qui sont stériles à la première génération, les questions de taille, et puis les questions aussi de bizarreries anatomiques, de bizarreries dentaires. Et donc, pour finir, je voudrais revenir à mes babouins. Je vous ai dit qu'on finirait sur les babouins. Il y a eu des travaux récemment, et en particulier, ça c'est un travail de l'équipe de Jenny Tung, qui va prendre la direction du département de primatologie à Leipzig, à l'Institut d'anthropologie évolutionnaire, assez prochainement, qui vient des États-Unis.
Et elle a fait une étude très très fouillée qui a été publiée en 2021 sur la structure génétique des populations de babouins dans la zone d'hybridation entre Papio anubis et Papio cynocéphalus. Vous vous souvenez, je vous ai raconté ces deux espèces qui s'hybrident. Et c'est vraiment très intéressant ce qu'elle montre dans cette étude, parce que ce qu'elle montre, c'est que, alors, on a une zone ici d'hybridation où on a des génomes, où il y a des hybrides de première génération, donc il y a des individus, puis de deuxième, puis de troisième génération, donc on a des individus qui ont, pratiquement moitié-moitié de génomes venant de chaque espèce. Mais quand on s'éloigne de cette zone hybride, on trouve des génomes de plus en plus, entre guillemets, purs d'une espèce ou de l'autre, mais dans ces espèces, on trouve toujours un petit peu quand même du génome de l'autre. Donc, les 2%. D'accord ? Et ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on a affaire à des espèces qui sont séparées entre 1 et 2 millions d'années avant le présent, qui s'hybrident, qui ont une zone d'hybridation, mais il y a des mécanismes qui sont déjà à l'œuvre et qui, dans le fond, maintiennent leur identité, leur isolement. C'est-à-dire, ce n'est pas un isolement reproductif total, mais dans le fond, ces espèces continuent à exister. Elles existent depuis, je vous dis, presque 2 millions d'années, et elles continuent à évoluer séparément, même si elles ont une zone d'hybridation. Et dans le fond, tout ce que je viens de vous raconter, eh bien, ça peut se transposer à notre exemple des Néandertaliens et des Sapiens. Alors, encore une fois, on peut discuter jusqu'à la fin des temps pour savoir si ce sont des sous-espèces qui sont presque devenues des espèces ou déjà des espèces. C'est un petit peu rhétorique. Mais de mon point de vue, ce qu'on a avec Néandertal et Sapiens, eh bien, ce sont deux lignées de métapopulation qui divergent au cours du temps. Pourquoi ? Parce que les derniers représentants des Néandertaliens sont plus différents des Homo sapiens les plus récents que les formes les plus anciennes. Et donc, de mon point de vue, on rentre dans le cadre de ce que propose De Queiroz pour dire c'est ça des espèces, des lignées de métapopulation qui évoluent séparément, même si elles ont connu des épisodes d'introgression génétique dans un sens et dans l'autre, comme mes ours, comme mes babouins, et comme la multitude d'espèces de mammifères dont je n'ai pas eu le temps de vous entretenir ce soir. Merci.